Alors bonsoir à tous et à toutes et bienvenue comme d'habitude pour la suite et fin de Nuit de Cauchemar. Alors désolé pour dimanche passé, j'ai été pris au dépourvu, je n'avais pas le temps de vous lire la suite de l'histoire. Ça m'embête un peu aussi bien pour vous que pour moi parce que j'ai envie toujours de savoir au moins la fin de l'histoire. Parce que si au moins on n'était pas, j'avais pas déjà commencé un livre, à la limite je peux me permettre de temps en temps de ne rien sortir, mais quand on attend tous la fin d'une histoire, c'est pas cool. Mais comme je vous le dis, été pris au dépourvu parce que je devais préparer un petit voyage de 3 jours dans un chalet au milieu des bois. Bon, c'est propice à lire Chair de poule parce que quand je vous dis qu'on est au milieu des bois, on voit absolument rien quand il fait nuit noire, mais au moins c'est calme, c'est reposant, tout ça. Et j'ai failli ne rien sortir pour vous encore ce dimanche parce qu'aujourd'hui on est vendredi. Parce que demain c'est l'anniversaire de mon papa et j'avais encore des choses à préparer. Donc ce soir on est vendredi et il est 11 h du soir. Donc je vais devoir faire très vite du montage pour que vous puissiez avoir la suite ce dimanche. Donc c'est parti. On va essayer de rappeler où on en était. Je pense que on se rappelle que Matt, qui se faisait toujours chambrer par son frère et sa sœur, qui sont plus âgés que lui, ne voulait plus de sa petite chambre et avait décidé de dormir sans la permission de sa mère dans la chambre d'amis. Mais depuis qu'il fait ça, il n'arrête pas de toutes les nuits avoir une vie à la Côte Quantum. C'est-à-dire que chaque matin, quand il se réveille, il a une vie différente. Rappelez-vous, il était fils de patron de cirque. Il est devenu un vieil homme, il est devenu, enfin pas très longtemps ça. Ah oui, il avait vieilli de 2 ans, ou 4 ans même, enfin à chaque fois ça change. Et là on s'était laissé sur le fait qu'il était devenu un monstre, en fait une créature genre dinosaure, un truc comme ça, ou lézard, en tout cas un lézard de 2 mètres, qui quand il essaie de s'exprimer, il n'arrive pas, c'est des râles, des gros rauques qui sortent de sa gorge, et à chaque fois qu'il est dans une sorte de nouvelle dimension, il y a un seul point commun, c'est 3 personnes bien distinctes, c'est une fille, dont j'ai oublié le nom et que je vais lire là maintenant pour essayer qu'on se rappelle tous. Laura, voilà. Et il y a toujours aussi 2 gars qui le courent après pour essayer de le capturer, on ne sait pas pourquoi. Et on va bientôt le savoir, parce que rappelez-vous, d'habitude la Laura, elle l'aide quoi qu'il arrive. Mais là, ici, alors que tout le monde avait peur de Matt en forme de lézard, Laura, elle était la seule à courir après parce qu'elle savait qui était la créature. Et elle l'a amené dans une sorte de grange ou dans la forêt, un truc comme ça. Et les garçons étaient là à l'attendre en disant qu'ils remerciaient Laura pour avoir amené Matt à eux deux. Donc, elle est passée du côté obscur de la force. Donc, c'est très dommage. Nous allons lire la suite et la fin pour savoir ce qu'il en est. Comme d'habitude, installez-vous confortablement ou occupez-vous convenablement. Je vous souhaite une bonne écoute. Je poussais un rugissement effroyable. Laura m'avait trahi. Je devais fuir, au plus vite. Je m'élançai d'un bond vers la sortie, mais les garçons avaient prévu ma réaction. Ils lancèrent un filet plombé qui me recouvrit. Je trébuchai et tombai lourdement. Le piège s'était refermé sur moi. J'eus beau me débattre, frapper et grogner, chacun de mes mouvements m'empêtrait davantage dans le filet. J'en lacérais les mailles, je les mordais, les griffais, en vain. Ce filet était composé d'une matière inconnue qui résistait à tous mes assauts. Je luttai encore pendant de longues minutes jusqu'à ce que mes forces faiblissent. Laura et les garçons me regardaient en silence. Ils attendaient patiemment que je m'épuise. Finalement, je cessai de me débattre, haletant. Un des garçons prit alors la parole. « Allons-y, enfermons-le, ordonna-t-il. » Malgré mes grognements, de protestations, ils me traînèrent sans ménagement jusqu'à une petite pièce située au fond de la ferme. Là, ils m'abandonnèrent et verrouillèrent la porte à double tour. Je me trouvai à présent dans un réduit obscur et poussiéreux, éclairé par une petite fenêtre pourvue de barreaux. Je pourrais broyer ces barres si je n'étais pas coincé dans ce filet, me dis-je. Gisant à même le sol, j'attendis longtemps, dans le silence. Personne ne revint. Aucun bruit ne filtrait de la pièce voisine. Peu à peu, le jour déclina. Je ne pouvais rien faire, sinon dormir. Dormir avec l'espoir que, demain, j'aurais retrouvé forme humaine.
Je m'éveillai barbouillé, avec un poids sur l'estomac. Et là, je me souvins, j'avais dévoré du métal la portière d'un cabriolet. Je me redressai et hésitai un instant avant de regarder mes bras. Je poussai un soupir de soulagement en constatant que j'étais de nouveau un humain. Le filet était jeté dans un coin de la pièce. On m'avait libéré pendant mon sommeil. Qui étais-je aujourd'hui ? Mes bras et mes jambes étaient d'une maigreur incroyable. À en juger par la taille de mes membres, je devais avoir environ 14 ou 15 ans, mais je préférais encore être un adolescent menu qu'un monstre repoussant. J'étais toujours emprisonné dans cette ferme, au fond des bois. Pourquoi les deux garçons m'avaient-ils capturé ? Que me voulaient-ils ? Quel sort allais-je subir ? Je jetai un coup d'œil vers la fenêtre. Jamais je ne pourrais briser ces barreaux. Je me levai et secouai la poignée de porte. Fermée. J'étais bel et bien pris au piège. Soudain, des pas résonnèrent à l'extérieur et la clé joua dans la serrure. Ils arrivaient. J'allais me réfugier dans un angle. La porte s'ouvrit lentement. Laura entra, suivie des deux adolescents. Elle balaya la pièce du regard et me repéra dans mon coin. « Matt » demanda-t-elle. « Qu'allez-vous me faire » demandai-je d'une voix tremblante. Laura avança vers moi. « Laissez-moi tranquille » hurlai-je. « Ça, c'est impossible » répondit le garçon avec le bandana sous la tête. Ils firent un pas dans ma direction. Ils avaient le visage fermé et les traits tendus. Ils serraient les poings. Le plus costaud des deux claqua violemment la porte derrière lui. « Non » m'écriai-je, « ne me faites pas de mal !» Ils s'avancèrent encore. Paniqué, je regardais autour de moi, cherchant désespérément un moyen de fuir. Impossible. Ils bloquaient la sortie. J'étais perdu. Je me recroquevillai dans un coin, tremblant comme un animal traqué. « Calme-toi, Matt » dit soudain Laura d'une voix apaisante. « Nous ne te voulons aucun mal. Nous sommes là pour t'aider. » Les brutes firent de nouveau un pas vers moi et je ne pus réprimer un frisson nerveux. « N'aie pas peur, » reprit Laura, « nous voulons simplement te parler. » Elle s'accroupit devant moi et présenta ses mains ouvertes pour m'assurer de ses bonnes intentions. Je levai les yeux vers les adolescents. Ils restaient en retrait, sur leur garde, surveillant le moindre de mes gestes. « Que m'arrive-t-il » demandai-je. « Pourquoi suis-je ici ?» Laura s'éclaircit la gorge et annonça. « Tu es prisonnier d'une distorsion du réel. » Comme si je savais ce que ça voulait dire. « C'est donc ça » raillai-je. Je me doutais bien qu'il y avait un problème. « Arrête ta comédie » aboya le plus costaud. « On ne plaisante pas. » Laura l'apaisa d'un geste. « Laisse, Christopher, je m'en occupe. » Elle plongea son regard dans le mien et me demanda doucement. « Tu sais ce qu'est une distorsion du réel, Matt ?»« Non, » répondis-je, « mais je sens que je ne vais pas aimer ça. » « Quand tu t'es endormi dans la chambre d'amis, tu es tombé dans une faille de réalité, » expliqua-t-elle. Je ne comprenais pas un traître mot de ce qu'elle racontait. « Une faille de réalité ? Dans la chambre d'amis ?» Elle acquiesça d'un signe de tête. « C'est ça. Tu t'endors dans une réalité et tu te réveilles dans une autre. Non seulement tu es prisonnier de cette faille, mais tu modifies ce qui est autour de toi. Alors faites en sorte que ça s'arrête, suppliai-je. Je vais t'arrêter, moi, menaça un des garçons. Rémi, je t'en prie, intervint Laura. Qui êtes-vous ? Demandai-je. Que faites-vous ici ? Tu es en infraction, Matt. À chacune de tes transformations, tu enfreins les lois du réel, tu comprends ? Je ne le fais pas exprès, protestai-je vivement. Je ne les connaissais pas, ces lois du réel. Je suis innocent. Laura s'efforça de me calmer. Je sais que tu ne le fais pas exprès, dit-elle. Mais c'est ainsi. En changeant d'aspect, tu interviens dans la réalité d'autres gens. Si tu continues, tu vas plonger le monde entier dans la confusion la plus totale. Vous ne comprenez pas, je n'ai aucune envie que ça continue. Je ferai n'importe quoi pour que ça s'arrête. Je veux redevenir normal. Ne t'inquiète pas pour ça, grommela Christopher. Ça va s'arrêter. Nous faisons partie de la police du réel, m'apprit Laura. Nous avons pour mission de surveiller la réalité. Nous avons eu beaucoup de mal à suivre ta trace, Matt. Tu changes d'aspect en permanence. Pourquoi me poursuiviez-vous ?
Nous devions te capturer, Matt. Tu ne pouvais pas continuer indéfiniment. Je m'efforçais de comprendre la situation. C'est à cause de la chambre d'amis, n'est-ce pas? Tout arrive parce que je dors dans la chambre d'amis? Eh bien, je n'y dormirai plus jamais, c'est promis, même si je ne retrouve pas mon ancienne apparence. Après tout, ce corps n'est pas si mal. Laura secoua la tête. Il est trop tard. Tu es pris dans la faille. Peu importe que tu dormes ou non dans la chambre d'amis. Dès que tu t'endors, tu modifies la réalité. Ça veut dire que je n'ai plus le droit de dormir? Ce n'est pas tout à fait ça. Laura jeta un coup d'œil nerveux à ses deux compères et me contempla en silence pendant un long moment. Je suis désolée, Matt. Tu semblais être un gentil garçon, finit-elle par dire. Un frisson d'angoisse me traversa comme une décharge électrique. Que veux-tu dire? Laura tapota doucement mon épaule. Nous n'avons pas le choix, Matt. Nous devons t'endormir, définitivement. Je la regardais, pétrifié d'horreur. Vous ne pouvez pas faire ça, bégayai-je. Vous n'avez pas le droit. Oh si, répliqua Christopher, les poings sur les hanches. Et c'est ce que nous allons faire, ajouta Rémi. Non, m'écriai-je en m'élançant d'un bond vers la sortie. Hélas, je n'avais aucune chance de leur échapper. Ils me saisirent au passage et m'immobilisèrent. Tu n'iras nulle part, grogna Rémi. Lâchez-moi. J'eus beau me débattre, toute résistance était inutile. Je n'étais plus un monstre menaçant. Les deux adolescents me soulevèrent sans peine et mes jambes patinèrent dans le vide. Que faire contre de telles brutes? J'étais si faible que même Laura aurait pu me maîtriser toute seule. Rémi et Christopher me jetèrent sans ménagement au fond de la pièce. « Nous allons revenir, » me renseigna Laura. « Ne t'inquiète pas, ce ne sera pas douloureux. » Ils quittèrent la pièce et la clé joua dans la serrure. J'étais de nouveau enfermé. Je jetai un regard désespéré autour de moi, cherchant un moyen de fuir. Cette pièce était totalement vide, sans même une chaise. Juste 4 murs de pierre, une lourde porte et une petite fenêtre munie de barreaux. J'ouvris la fenêtre et secouai les barres d'acier. Rien à faire. Elles étaient solidement scellées dans du ciment. J'étais prisonnier de la police du réel. Je pressai mon oreille contre la porte. Laura, Rémi et Christopher discutaient dans l'autre pièce. « Il doit absolument boire la potion, » dit Christopher. « Et il faut vite qu'il vide le verre entièrement, sinon il pourrait se réveiller. »« Qu'est-ce qu'on fera s'il recrache ou s'il refuse d'avaler ?» s'inquiéta Laura. « Il avalera. Fais-moi confiance, » affirma Rémi. Je refusais d'en entendre davantage. Il voulait que je prenne un somnifère pour m'endormir à tout jamais. J'arpentais nerveusement la pièce. J'avais connu de nombreux problèmes ces derniers jours. Je n'avais guère apprécié ma rencontre avec un lion, et se réveiller en monstre n'était pas non plus très plaisant. Mais à présent, je courais un réel danger. Je devais absolument trouver un moyen de m'en sortir. La solution jaillit soudain dans mon esprit comme une évidence. Bien sûr, chaque fois que je m'endormais, je me réveillais dans un univers différent. Certes, la situation empirait à chaque fois, mais là, ma vie était en jeu. Si je m'endors, je me retrouverais peut-être dans un autre corps. Je pourrais peut-être m'enfuir. Je tournais de nouveau en rond dans la pièce. J'étais tellement nerveux qu'il était impossible de songer au sommeil. Je devais essayer pourtant. C'était mon seul espoir de salut. Je m'allongeai à même le sol glacé. Pas de lit, pas de couverture. Et le soleil pénétrait à flot par la fenêtre. Les conditions n'étaient pas idéales pour faire un somme. « Allons, Matt, tentai-je de me convaincre. Tu dois y arriver. Ma mère dit toujours que j'ai le sommeil lourd et que je peux m'endormir n'importe où. C'était le moment de le vérifier. Maman, elle me manquait terriblement. J'avais l'impression de l'avoir quittée depuis des années. Si seulement je pouvais trouver un moyen de la rejoindre, me dis-je en fermant les yeux. Quand j'étais petit, maman me chantait des berceuses pour m'endormir. Je les chantonnais doucement et, sans même me rendre compte, sombrais dans le sommeil. J'ouvris les yeux. Où étais-je? Je regardais un plafond écaillé, des murs de pierre, une porte et une fenêtre avec des barreaux. Oh non!
Je me trouvais encore dans la cellule, enfermé dans cette ferme au fond des bois. Mon plan n'avait pas fonctionné. J'étais toujours prisonnier. Que faire à présent? C'était mon unique chance de fuir. Maintenant, je n'avais plus d'échappatoire. J'étais perdu, condamné. Des bruits me parvenaient de l'autre pièce. Laura et ses amis devaient préparer le somnifère. Ils comptaient m'endormir définitivement. Jamais plus je ne reverrai ma mère, Pam et Greg. Pourquoi cela m'arrivait-il à moi? Je n'avais rien fait de mal. J'avais provoqué tout au plus quelques troubles, mais c'était involontaire. Une telle injustice me mit hors de moi, et je poussai un hurlement de dépit. Quel son étrange! Je hurlai de nouveau, plus fort cette fois. Là encore, je n'entendis qu'un couinement ridicule. J'avais pourtant conscience de crier, mais ma voix n'avait plus rien d'humain. Je me regardai alors pour la première fois depuis mon réveil. Frustré de m'être retrouvé prisonnier au même endroit, je n'avais pas pensé un seul instant que j'avais pu me transformer. Et c'était le cas. J'étais minuscule, à peine haut d'une trentaine de centimètres. J'avais de petites pattes, une fourrure grise et une longue queue touffue. J'étais devenu un écureuil. Je portais aussitôt mon attention sur la fenêtre ouverte. Je pouvais à présent me faufiler sans problème entre les barreaux de ma geôle. J'escaladai le mur et me glissai prestement au dehors. Oui, j'étais libre. De joie, j'exécutai un saut périlleux et détalai dans le sous-bois. Je retrouvai rapidement le sentier où Laura m'avait entraîné, et, de là, je gagnai les abords de la ville. Je traversais des quartiers inconnus portés par mes petites pattes. Les distances me semblaient incroyablement longues. Les rues étaient calmes. Qui aurait pu croire que la veille, un monstre préhistorique avait semé la terreur en ville? Cette réalité avait cédé la place à une autre. Le monstre redoutable s'était transformé en un inoffensif écureuil. Mais je préférais être un écureuil libre et éveillé qu'un garçon endormi à tout jamais. Je levai le museau et humai l'air. Mon odorat était incroyablement fin. J'avais l'impression de pouvoir repérer l'odeur de ma maison. Dans ma hâte pour rentrer chez moi, je fonçai sans réfléchir à travers une avenue. À cet instant, une voiture déboula à vive allure. De gigantesques roues noires fonçaient sur moi. Je restai pétrifié d'horreur à la vue de ce monstre d'acier et fermai les yeux. Je n'avais plus le temps de fuir. Allais-je finir écrasé sur la chaussée? Le conducteur m'aperçut au dernier moment. Il écrasa la pédale de frein. Les pneus crissèrent dans un bruit assourdissant, puis ce fut le silence. Lorsque j'ouvris les yeux, la voiture était arrêtée à quelques centimètres de moi. Je déguerpis aussitôt sans demander mon reste. Ma fuite éperdue m'entraîna bientôt dans un quartier résidentiel. Je pensais pouvoir souffler un peu lorsque, au détour d'une rue, un molosse me prit en chasse. Je trouvai rapidement refuge au sommet d'un arbre. En contrebas, le monstre grattait frénétiquement le tronc de ses pattes griffues et aboyait comme un fou. J'étais sauf et hors d'atteinte. Mais combien de temps allais-je attendre avant qu'il se lasse? Heureusement, son maître l'appela quelques minutes plus tard et le chien repartit en trottinant. Je repris mon périple. Tout m'apparaissait démesuré. Le moindre piéton était un géant, menaçant de m'écraser sous son talon. Je dus éviter encore des voitures, des vélos, des chiens et des chats me poursuivirent. Un gamin me jeta même des pierres. Finalement, harassé de fatigue, je regagnai mon quartier et retrouvai ma maison. Elle n'avait rien d'extraordinaire. C'était un petit pavillon blanc dont la peinture s'écaillait sous la façade. Mais à cet instant, il m'apparut comme un véritable palais. J'avais un nouveau plan en tête, un stratagème qui, je l'espérais, mettrait un terme définitif à toute cette folie. Mes problèmes avaient commencé le jour maudit où j'avais décidé d'émigrer dans la chambre d'amis. Laura m'avait confirmé qu'il y avait une faille de réalité dans cette pièce. Je n'avais jamais eu l'occasion de retrouver mon ancienne chambre. À chaque fois, les circonstances m'en avaient empêché. Soit quelqu'un s'y trouvait déjà, soit on l'avait transformé en atelier ou en dortoir. Je décidai d'y passer une nuit. Peut-être qu'ainsi ma vie redeviendrait normale. Cela pouvait paraître stupide ou un peu simple comme solution, mais je n'avais pas de meilleur plan.
Sans plus hésiter une seconde, je me glissai dans le jardin et escaladai la gouttière jusqu'à l'étage. Je risquai un coup d'œil par la fenêtre de mon ancienne chambre. Rien n'avait changé. Je retrouvai mon petit lit et l'incroyable bric-à-brac sur mes étagères. Rassemblant toutes mes forces d'écureuil, je tentai d'ouvrir la fenêtre. En vain. Je redescendis et vérifiai les autres ouvertures de la maison. Tout était fermé. Je devais pourtant trouver un moyen d'entrer. Peut-être pourrais-je me faufiler discrètement dès que quelqu'un ouvrirait la porte. Mais y avait-il seulement quelqu'un? Je me pressai contre la vitre du salon. Oui, maman, et Pam, et Greg, ils étaient là, tous les trois. Je bondis sur place avec de petits cris joyeux. C'est alors que Biggie pénétra dans la pièce. Je l'avais oublié, celui-là, et je n'étais pas réellement enchanté de le voir, car il adore pourchasser les écureuils. Biggie se mit à japper furieusement dès qu'il m'aperçut. Pam tourna la tête dans ma direction et me désigna, un large sourire aux lèvres. « Oui, Pam, me dis-je, viens, ouvre-moi, s'il te plaît. » Elle souleva doucement la fenêtre à guillotine. « Viens, petit, dit-elle d'une voix douce. Oh, il est si mignon. » J'hésitais à entrer. Biggie aboyait et trépignait de rage aux pieds de ma sœur. « Greg, enferme-le au garage, ordonna-t-elle. Il effraie l'écureuil. » Excellente initiative. Si Pam avait pu se montrer aussi prévenante avec moi quand j'étais forme humaine. Greg entraîna Biggie hors du salon. « Viens, petit écureuil, reprit Pam. Il n'y a plus aucun danger. » Je sautai d'un bond à l'intérieur de la maison. « Regardez, s'exclama Pam, il est entré tout seul. On dirait qu'il est apprivoisé. »« Je n'en veux pas chez moi, protesta ma mère. Ces bestioles transportent la rage. » Je ne relevai pas cette insulte et me concentrai sur l'escalier donnant à l'étage. Si seulement je pouvais gagner ma chambre et m'assoupir, ne serait-ce qu'une minute. « Attention, il s'enfuit !» s'alarma Greg, qui revenait dans le salon. « Attrape-le !» Pam bondit, mais je l'esquivai sans peine. « Si cet animal se perd dans la maison, Pamela, tu auras de gros ennuis, » prévint ma mère. « Je vais la voir, » promit-elle. « Rien n'est moins sûr, » me dis-je en filant vers les marches. Pam s'interposa et je fonçai en direction de la cuisine. Elle me suivit aussitôt et referma la porte. J'étais piégé. « Petit, petit !» Je cherchais une cachette. Pam avançait lentement dans ma direction. Elle ne voulait pas m'effrayer. Je me faufilai prestement sous la table. Ma sœur plongea à ma suite. Manqué. Mais comme je détalais en direction de l'évier, elle réussit à me coincer dans un angle et m'empoigna. Je n'aurais jamais cru que ma sœur possédait de si bons réflexes. Elle m'immobilisa en me maintenant par les pattes arrière. « Je l'ai !» s'écria-t-elle. Greg ouvrit la porte de la cuisine. Maman sur ses talons. « Mets-le dehors, vite !» ordonna-t-elle. « Oh maman, s'il te plaît, je peux le garder ?» supplia Pam. « Il est si mignon !» Je n'avais aucune envie de devenir l'animal domestique de ma sœur. Mais c'était peut-être ma seule chance de regagner ma chambre. « C'est hors de question !» coupa maman. « Relâche-le dans le jardin. » Pam eut une moue boudeuse et baissa la tête. « Bon, d'accord, » dit-elle tristement. Elle m'emporta dans le hall d'entrée. « Maman est sévère, » dit-elle à mon intention. Assez fort pour que tout le monde l'entende. « Je voulais juste te garder un peu. » Elle ouvrit la porte. « Adieu, petit écureuil. » Pam claqua le bâton et me dissimula sous son pull. Elle monta alors vivement à l'étage. « Sois sans crainte, petit écureuil, » murmura-t-elle en entrant dans sa chambre. Elle s'agenouilla devant son armoire et en sortit quelque chose, la vieille cage de son hamster. Pam l'ouvrit et me glissa à l'intérieur. « Non, protestai-je d'un couinement suraigu. Rien à faire. Elle referma la porte et mit le loquet. J'étais de nouveau prisonnier. « Qu'est-ce que je peux faire ?» songeai-je, désespéré. « Je suis enfermé dans cette cage. Comment vais-je regagner ma chambre ?» Un autre sujet d'inquiétude me préoccupait. Si je m'endors dans cette petite cage, que se passera-t-il si je me réveille en humain ? Le visage démesuré de ma sœur apparut alors à quelques centimètres de moi. « Tu as faim, petit bonhomme ? Je vais te chercher quelque chose à manger. » Elle quitta la pièce.
Je me mis à arpenter nerveusement la cage tout en réfléchissant à un moyen de m'échapper. Voilà, petit bonhomme, chantonna Pam. Elle était revenue avec une poignée de mes céréales favorites. Elle ouvrit la porte et les jeta à l'intérieur. Miam, miam, fit-elle avec un sourire niais. Incroyable, ma sœur devenait gâteuse. Je croquais une céréale, le ventre creusé par les émotions. Mais j'aurais certainement mieux apprécié ce repas si Pam ne m'avait pas couvé des yeux tout du long. La sonnerie du téléphone retentit au rez-de-chaussée. Dans l'instant qui suivit, Greg hurla. « Pam, c'est pour toi !»« J'arrive !» s'écria-t-elle en se précipitant sur le palier. Je continuais de grignoter les céréales tout en ressassant de sombres pensées. Je réalisais que Pam n'avait pas rabattu le loquet de la cage après m'avoir donné à manger. Je poussais un couinement de joie. Quel bonheur d'avoir une sœur sans cervelle. Je m'enfuis sans plus attendre. Sur le seuil, je risquai un coup d'œil dans le couloir. Personne. La voie était libre. J'allais enfin pouvoir regagner ma chambre. Je trottinai aussitôt dans cette direction et me retrouvai devant la porte fermée. Des bruits de pas résonnèrent en bas. Pam n'allait pas tarder à revenir. Je devais m'éclipser avant qu'elle me remette en cage. Ou, pis, que ma mère me découvre et me chasse à coups de balai. Je descendis vivement les marches et me glissai dans le séjour en rasant les murs. La fenêtre donnant sur le jardin était encore ouverte. J'allais pouvoir sortir sans difficulté. Je me faufilai derrière le canapé, passai sous une chaise et me précipitai dehors. Aussitôt j'allais me réfugier au sommet d'un arbre. Mon plan n'avait pas fonctionné. Je n'avais pas pu regagner ma chambre. Il ne me restait plus qu'une seule chance, m'endormir en espérant me réveiller en humain. Je pourrais alors tenter de pénétrer dans ma chambre. Mais le temps m'était compté. La police du réel était toujours à mes trousses. Ils allaient sans doute finir par me retrouver, et, s'ils m'attrapaient, j'étais perdu. J'atterris lourdement sur le sol. Ouf, j'avais connu des réveils plus paisibles. Je mis un instant avant de reprendre mes esprits. Qui étais-je cette fois? Je regardais mes bras. Je faillis crier de joie. J'étais redevenu un garçon. Je devais avoir une douzaine d'années, mais je n'étais pas moi-même pour autant. J'étais obèse, une vraie boule de graisse. Pas étonnant que la branche ait cédé sous mon poids. Mais cela n'avait pas d'importance. J'étais humain et capable de m'exprimer. Mon plan allait peut-être enfin aboutir. J'avançai vers la porte d'un pas décidé et actionnai la poignée. Fermée. Je frappai. À cet instant, une légère angoisse me saisit. Qui allait m'ouvrir? Pourvu que ma maison ne soit pas occupée par une autre famille. La porte s'ouvrit. « Maman !» m'écriai-je, enthousiaste. « Maman, c'est moi, Matt !» Ma mère eut un mouvement de recul. « Qui es-tu » demanda-t-elle. « C'est moi, Matt, ton fils. » Elle fronça les sourcils. « Matt ? Je ne connais personne de ce nom. »« Mais si, bien sûr, souviens-toi. » Pam et Greg apparurent alors derrière ma mère. « Qui est-ce, maman ?» demanda Pam. « Pam, Greg !» m'écriai-je. « C'est moi, Matt, je suis de retour. »« Tu le connais ?» demanda Greg à ma sœur. « Jamais vu, » répondit-elle. « Oh non, me lamentai-je. Pas si près du but. Ce n'est pas possible. »« Je dois dormir dans mon ancienne chambre, suppliai-je. S'il te plaît, maman, laisse-moi entrer. C'est une question de vie ou de mort. »« Je ne te connais pas, répondit ma mère. Tu as dû te tromper d'adresse ? » Ce gamin est fou, intervint Greg. Maman, attends. Mais ma mère referma brutalement la porte. Je restai un instant hébété sur le seuil de ma maison avant de me résigner à partir. Que pouvais-je faire à présent? Je quittai le jardin et descendis lentement la rue, ne sachant où aller. Soudain, je m'arrêtai. 3 silhouettes bien connues avançaient dans ma direction. Mon sang ne fit qu'un tour lorsque je les reconnus. Laura, Rémi et Christopher, la police du réel avait retrouvé ma trace. « Le voilà !» s'écria Laura. « Attrapons-le !» La police du réel s'élança à toute allure. Je pris aussitôt la fuite, mais ce n'était pas facile de courir dans ce corps grassouillet.
Pourquoi avait-il fallu que je sois obèse? Seulement, je disposais au moins d'un avantage sur mes poursuivants. Je connaissais le quartier comme ma poche. Et pas eux. Je me précipitai dans le jardin du voisin et contournai sa maison. Je jetai un rapide coup d'œil par-dessus mon épaule. Il gagnait du terrain. Je me faufilai par un trou dans la haie et me retrouvai dans mon jardin. J'allais me dissimuler derrière le taillis bordant le garage. Je m'accroupis, retenant mon souffle. Quelques secondes plus tard, des bruits de pas résonnèrent non loin de ma cachette. « Où est-il passé » demanda Laura. « Il a dû couper par là, » suggéra Christopher. « Allons voir. » Ils repartirent en courant. Je poussai un profond soupir. Il s'en était fallu de peu. J'étais sauvé. Mais pour combien de temps? Je devais absolument regagner ma chambre. C'était mon unique espoir de salut. Seulement, ma mère ne me laisserait jamais entrer, puisque ma famille me prenait pour un fou. Je n'avais plus qu'une solution, entrer par effraction. Et pour cela, je devais attendre la nuit, attendre que tout le monde dorme. Ensuite, je chercherais une fenêtre ouverte. Au besoin, je briserais une vitre. Il me fallait donc rester caché derrière ce taillis. Je m'allongeais à même le sol et luttais pour ne pas m'endormir. Si je le faisais, sous quelle apparence me réveillerais-je? Les heures s'égrenèrent avec une lenteur exaspérante. La nuit vint enfin. Les rues se vidèrent et un silence paisible s'empara du quartier. Je m'extirpai de ma cachette et massai mes membres engourdis par cette longue immobilité. Je regardai la maison. Pam et Greg étaient déjà couchés. Seule la lumière de la chambre de ma mère brillait encore. J'attendis qu'elle l'éteigne et laissai passer une nouvelle demi-heure pour m'assurer qu'elle était bien endormie. J'avançai alors à pas feutrés vers la façade, tressaillant au moindre bruit. Je vérifiai les issues du rez-de-chaussée. Comme toujours, ma mère les avait soigneusement fermées. Il ne me restait plus qu'à me hisser jusqu'à l'étage et trouver un moyen de pénétrer dans ma chambre. L'arbre qui poussait dans notre jardin étendait ses branches jusqu'à la façade. Je devais y grimper et de là agripper la gouttière. Il faudrait ensuite atteindre le rebord de la fenêtre et trouver un moyen de l'ouvrir. Plus j'y réfléchissais, plus ce plan me semblait stupide et dangereux. Mais ce n'était pas le moment de douter. Il fallait agir. La police du réel n'avait pas reparu de la journée, mais il n'y avait nul doute qu'il me traquait encore dans le quartier. Je me hissai sur la pointe des pieds et cherchais à atteindre une branche basse. Je dus sauter. Mes doigts glissèrent sur l'écorce. Impossible de maintenir la prise. Pourquoi avait-il fallu que je me réveille dans ce corps grassouillet? Je pouvais à peine me soulever du sol. Si ce plan ne marchait pas, j'étais définitivement perdu. Je rassemblai toutes mes forces et me concentrai. Reculant de 2 pas, je m'élançai. Oui, cette fois, je la tenais. Je restai quelques secondes à gigoter dans le vide avant d'enrouler mes jambes autour du tronc. Grognant sous l'effort, je montai péniblement sur la branche. Je demeurai assis un instant pour reprendre mon souffle. Le plus dur était fait. J'escaladai l'arbre sans problème et arrivai rapidement à hauteur de ma fenêtre. Je me dressai pour prendre appui sur la branche supérieure. Je saisis la gouttière d'une main et tendis la jambe, cherchant à atteindre le parapet. Manqué. J'étais en équilibre instable au-dessus du vide. Je jetai un coup d'œil en contrebas et mon cœur s'emballa d'un coup. Je devais absolument atteindre la fenêtre, sinon c'était la chute assurée. Je tendis au maximum ma jambe, mon pied tâtonnant au hasard. Quoi? Que se passait-il? La gouttière, elle lâchait. Je chutais de 10 centimètres. La gouttière était sur le point de céder. Avec l'énergie du désespoir, je balançai ma jambe le plus loin possible et posai un pied sur le parapet, puis l'autre. J'avais réussi. Je me plaquai contre la fenêtre et restai immobile pendant un instant. J'attendis que ma respiration retrouve un rythme régulier. Malgré la fraîcheur de la nuit, de grosses gouttes de sueur coulaient sur mon front. Je les essuyai d'un revers de manche. Je scrutai l'intérieur de la pièce. Elle était plongée dans l'obscurité. Quelqu'un y dormait-il? Impossible de le savoir. La fenêtre à guillotine était fermée. Pourvu que ça marche, pourvu que le loquet ne soit pas mis. Si je ne pouvais pas entrer,
je resterais bloqué sur le rebord. Je n'avais aucun moyen de redescendre, à moins de me laisser tomber. Et la chute ne pouvait être que fatale. Je glissai mes doigts sous la fenêtre et tirai. Cette fois, la chance était avec moi. Elle n'était pas verrouillée. J'enjambai le montant et retombai lourdement dans ma chambre. Je m'immobilisai aussitôt, sur mes gardes. M'avait-on entendu? Non, pas un bruit. Tout était tranquille, la maison était endormie. Peu à peu, je m'habituai à la pénombre et distinguai les contours de mon lit. Il était vide. Je dus me retenir pour ne pas danser de joie. Mieux valait reporter les réjouissances à demain. Je n'étais pas certain que mon plan serait efficace. Je me déshabillai et me glissai sous les draps avec un soupir satisfait. C'était bon de se retrouver chez moi, dans mon lit, ma famille dormant dans les chambres voisines. Tout était presque normal. À cette différence, je n'étais toujours pas redevenu moi-même. Ma famille ne m'avait pas reconnu. Si elle me surprenait maintenant, elle me prendrait pour un voleur ou un fou. Je chassais ces peurs de mon esprit. Je ne voulais plus penser qu'au lendemain. Que se passera-t-il? Qui serais-je en me réveillant? Serais-je à nouveau moi-même ou devrais-je fuir encore Laura et ses brutes? C'est sur ces questions que le sommeil m'envahit. Je sentis une douce chaleur sur ma joue et cela m'éveilla. C'était le soleil. J'ouvris un œil. Où étais-je cette fois? Je regardais autour de moi, des étagères débordant de livres et de maquettes. J'étais dans ma chambre. Mon cœur se mit à battre à tout rompre. Avais-je réussi? Je m'élançai hors du lit et fonçai à la salle de bain. Un garçon blond, de 12 ans. Oui, j'étais de retour. J'étais redevenu moi-même. Waouh! À cet instant, Biggie ouvrit la porte d'un coup de museau. Il montra l'écrou en m'apercevant et aboya furieusement. « Biggie !» m'exclamai-je en me penchant pour le caresser. Sa mâchoire claqua à quelques centimètres de mes doigts. « Ah, la brave bête !»« Matt !» hurla ma mère depuis la cuisine. « Arrête d'ennuyer Biggie !» C'était bien elle. Je reconnaissais sa voix. « Je ne l'ennuie pas !» criai-je. Il fallait toujours qu'elle me gronde pour un rien. Mais qu'importe, j'étais si heureux. Je m'habillai à la hâte et descendis la rejoindre. Maman était attablée avec Pam et Greg, comme tous les matins. Le naze entre dans la cuisine pour se restaurer, commenta Greg dans son magnétophone. Attendons de voir ce qu'il va ingurgiter. Greg, hurlai-je en l'enlaçant joyeusement. Hé, lâche-moi, protesta-t-il. Et Pam, j'embrassai ma sœur avec chaleur. Qu'est-ce qui se passe, tête de piaf? Oh, je sais, tu as été enlevé par les Martiens et tu as eu droit à un lavage de cerveau, se moqua-t-elle. J'ignorais ses sarcasmes et courus dans les bras de maman. Bonjour, mon grand, dit-elle, un peu surprise par mon excès d'affection. Elle se leva et mit son bol dans l'évier. Prends tes céréales, Matt. Je suis déjà en retard. Je m'installai à table avec un sourire réjoui. Je retrouvais mes habitudes. Apparemment, personne ne s'était aperçu de mon absence. Plus jamais je n'irai dormir dans cette abominable chambre d'amis. J'en fais le serment. Désormais, je resterai sur mon territoire, même s'il était minuscule. Paf! Je venais de recevoir un coup sur le crâne. Je me tournai vivement. Greg Hillard tenait un journal à la main. Il approcha le magnétophone de sa bouche. « Qu'arrive-t-il si l'on frappe un as sur la tête ?» demanda-t-il. « Il pleurniche très certainement, » commenta Pam. Je haussai les épaules et continuai à prendre mon petit déjeuner. « Vous n'arriverez pas à m'énerver, dis-je. Aujourd'hui, je suis d'excellente humeur. » Ils échangèrent un regard perplexe et Pam haussa les épaules. « On nous a changé notre naze favori, » annonça Greg. « Oui, on nous l'a changé, » approuva Pam. Je passai une journée fantastique au collège. C'était bon de retrouver ses amis. Et le travail était beaucoup plus simple qu'au lycée. En gym, nous disputâmes une partie de football et je marquai un but. J'étais heureux, tout me réjouissait, jusqu'à ce que je me rende à mon dernier cours. Mon cœur s'arrêta de battre un instant quand j'aperçus une fille qui me devançait dans le hall. Une fille de mon âge, avec d'épais cheveux blonds rassemblés en queue de cheval. Oh non, pas elle, pas Laura. La police du réel me cherchait-elle encore?
J'avais pourtant tout arrangé. Ma vie était redevenue normale. Sentant que je l'observais, la fille se retourna. Je poussai un profond soupir. Ce n'était pas Laura, c'était juste une fille qui lui ressemblait. « Calme-toi, Matt, me dis-je. Tout est fini. Le cauchemar est vraiment terminé. » La fille s'éloigna et je me rendis en classe. Je regardais quand même autour de moi dans les couloirs. Non, aucun signe de Laura, Rémi ou Christopher. Je regagnai ma maison en sifflotant gaiement. Mes devoirs de classe allaient me paraître une partie de plaisir. « Salut, Matt !» lança ma mère dès mon entrée. « Maman ?» demandai-je, surpris de la voir à cette heure. « Que fais-tu ici ?»« J'ai pris un après-midi de congé, » répondit-elle avec un large sourire. « J'avais quelques petites choses à ranger dans la maison. »« Ah bon ?» Je me dirigeai comme à mon habitude vers le salon pour regarder la télé. Maman entra à ma suite. « Matt, tu n'es pas curieux de savoir ce que j'ai fait ?» Je regardais autour de moi. Tout semblait normal. « Je ne vois pas, avouai-je. » Elle me sourit de nouveau, un peu excitée. « Tu n'as tout de même pas oublié ? C'est ton anniversaire demain. » Si, ça m'était totalement sorti de l'esprit. Mais quand on traverse des univers parallèles et qu'on lutte pour survivre, on ne pense plus à ces choses. « Je t'ai préparé une surprise, dit-elle. Viens, je vais te montrer. » Je la suivis à l'étage. Son excitation commençait à déteindre sur moi. Qu'avait-elle bien pu me préparer ? D'ordinaire, maman ne fait rien d'important pour nos anniversaires. Il fallait que ce soit une surprise de taille pour qu'elle ménage un tel suspense. Elle s'arrêta devant ma chambre. « Regarde !» Je jetai un coup d'œil à l'intérieur. Ma chambre était remplie de cartons. D'énormes cartons. « Waouh ! Tous ces cadeaux sont pour moi ?» demandai-je. Maman eut un petit rire amusé. « Ces cartons ? Des cadeaux ? Non, pas du tout. » Je me disais bien, c'était trop beau pour être vrai. Ma mère redevint sérieuse. « Matt, j'ai beaucoup réfléchi à ce que tu m'as dit l'autre jour. Tu avais raison. Ta chambre est trop petite pour toi maintenant. Je l'ai donc transformée en débarras. »« Tu as fait quoi ? Viens voir. » Elle se dirigeait vers la chambre d'amis et ouvrit la porte. « Oh non, tout mais pas ça. »« Joyeux anniversaire, Matt, » lança-t-elle fièrement. « Bienvenue dans ta nouvelle chambre. » Je restais sans voix sur le seuil de la pièce. Mon lit, mes posters, mes livres et mes maquettes, tout avait émigré dans la chambre d'amis. Je devins livide et me mis à trembler. « Que se passe-t-il, Matt ?» demanda ma mère. « C'était bien ce que tu voulais, non ?» Je poussai un hurlement désespéré. Et voilà comment se termine Nuit de cauchemar. Alors, à froid, non, on dit à chaud. Enfin, tout de suite, j'ai bien aimé. Franchement, l'intrigue était cool. Et en plus, je disais à la vanne que c'était un livre à la Code Quantum. Et en plus, en vrai, c'est vrai en fait. Quand on entend les explications que Laura donne à Matt, il altérait des vraies réalités dans les corps des gens. Donc en vrai, c'est comme la série Code Quantum. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une vieille série des années 80, 80-90 je dirais, où c'était un homme qui, à chaque épisode, allait dans le corps de quelqu'un qu'il ne connaissait pas. Que ce soit une personne de couleur alors que lui-même était blanc, que ce soit une femme, que ce soit un enfant ou un vieux, peu importe. Et il devait, pendant l'épisode, essayer de savoir qui il était, pourquoi il était dans ce corps-là précisément, et essayer de faire en sorte que la personne fasse les bons choix, parce que telle personne allait mourir, et lui devait faire en sorte qu'elle reste en vie pour que le temps continue de défiler. Enfin, c'était chouette comme épisode, et il avait toujours il avait un ami que seul lui pouvait voir, un autre homme, et qui l'aidait à voyager parmi les dimensions et l'aider. Donc c'est vraiment génial. Donc quand on lit cette histoire, on ne peut penser qu'à cette série qui, à chaque nuit, le lendemain, il vit la vie de quelqu'un d'autre, et en vrai, cette personne existe. Donc j'ai bien aimé l'histoire, c'était cool. Les méchants étaient de bons méchants, enfin la police du réel n'était pas si méchant, mais c'était de bons personnages. Le grand frère Greg et la grande sœur Pam, je dirais casse-bonbon, je me serais bien vengé à la place de Matt, mais il est trop gentil et trop jeune, mais voilà, sans plus. Donc voilà, non. Et la fin reste correcte. C'était cool. Vraiment, l'idée de redormir dans sa chambre pour que tout redevienne normal, c'était encore plausible. Donc parmi les histoires qu'on a lues, il y en a qui étaient vraiment horribles. Et là, ça allait. Franchement, j'ai bien aimé. J'espère que si vous êtes réveillé, enfin j'espère que vous êtes endormi, ou très relax, mais si vous êtes toujours là, j'espère que vous aussi, vous avez aimé cette histoire.
Comme d'habitude, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace des commentaires, ça me fait toujours plaisir. Likez, partagez, abonnez-vous pour ne rater aucune autre vidéo, et notamment le tome numéro 38, qui est des appels monstrueux. J'espère que vous verrez bien le truc, l'histoire. Voilà, je vous le montre. Et j'ai éteint une de mes 3 bougies sur les 2. Des appels monstrueux, bon, je sais pas trop ce que ça va donner, parce que je vois un monstre avec un téléphone, qu'est-ce qui pourrait arriver d'horrible. Mais bon, c'est la curiosité va m'obliger à le lire, ce qui est tout à fait normal. Donc, si vous êtes toujours réveillé, nous allons terminer cette vidéo par le synopsis des appels monstrueux. Ne décrochez pas. Pour se venger de Sandra, dont il est le souffre-douleur, David Beamer décide de lui faire une mauvaise blague. À la fin d'un article qu'elle a écrit dans le journal de l'école, il ajoute « Si vous êtes un monstre, appelez Sandra après minuit. » Mais quelqu'un a dû modifier le message, car bientôt, c'est lui, David, que les monstres appellent.